Voilà, je vais maintenant introduire un peu Séverin. Donc Séverin Champion est conducteur de train à la SNCF depuis 2001. Il s'est engagé fin 2016 au sein du syndicat Sudrail après le mouvement contre la loi El Khomri. Et donc voici le témoignage d'un cheminot combatif qui va revenir sur son cheminement militant, syndical et politique, tout en tirant des leçons des luttes qu'il a vécues ces 15 dernières années. Bonsoir à toutes et tous. Je vais d'abord remercier les organisateurs de cette soirée qui offrent une tribune pour parler et comprendre d'une lutte aussi importante et symbolique que celle des Molex. Je remercie aussi les intervenants qui nous ont permis d'avoir une analyse et de comprendre un peu, même si c'était très factuel ou un peu comprimé dans le temps, mais ça nous permet de comprendre. Et aussi de m'avoir invité en tant que cheminot pour parler de mon expérience. D'autant qu'une telle rencontre me semblait à moi aussi improbable dans un lieu aussi prestigieux, une si grande école. Avoir un ouvrier à une tribune pour parler à Sciences Po, moi non plus, j'y croyais pas. Bon, je savais ce qu'était Sciences Po, mais je n'y pensais pas non plus. Donc je me présente, je m'appelle Séverin. Je suis conducteur à la SNCF depuis 16 ans. J'ai rajouté vite fait tout à l'heure deux choses, je voudrais dire deux chiffres sur la SNCF d'aujourd'hui. La SNCF, c'est 1200 filiales à travers le monde et un tiers du chiffre d'affaires qui est fait à l'étranger. Et évidemment, tout ça va être amené à évoluer et notre travail aussi avec. Donc je suis nouveau militant à Sudrail. Sudrail, c'est un syndicat combatif de la SNCF qui est fédéré au sein de Solidaire. Et je suis aussi nouveau militant à NBA. Les deux se sont faits avec un peu de concordance. Je dois ajouter aussi que je ne suis mandaté ni par l'un ni par l'autre pour parler. Je parlerai uniquement en mon nom et je parlerai uniquement de mon expérience. Donc j'ai été embauché en 2001 à la SNCF et par là j'ai eu deux chances. La première chance c'est d'intégrer une grande entreprise avec des syndicats combatifs et des organisations syndicales structurées et à travers le territoire. Et aussi j'aurai la chance de participer à de nombreuses luttes, que ce soit locales ou nationales, comme en 2006, en 2010, en 2014 ou en 2016, et avec les réformes qui s'annoncent à la SNCF et notre président décomplexé, n'en doutons pas, on va avoir d'autres luttes. Quand on m'a proposé d'intervenir ici, il y a trois dates qui m'ont semblé assez importantes. Et la première, ça va être évidemment ma première grève, mon premier rapport avec le syndicat et la lutte. C'était une lutte locale, j'ai 22 ans à l'époque. Je découvre la SNCF et surtout je découvre la ferveur et l'énergie d'un groupe qui se bat ensemble. Mais la fin du mouvement me fera un peu déchanter car si le matin on avait chanté tous ensemble, on ne lâche rien, le soir on va voter le travail. Ce qu'il fallait comprendre c'est que ce jour-là il y avait des élections de délégués et il n'y a aucune organisation syndicale qui a osé arrêter le mouvement alors qu'ils savaient très bien qu'on allait droit dans le mur, mais élection oblige, personne n'a osé le faire. Et donc là, j'ai eu ma première réaction face au syndicalisme. Et ça a été une réaction de repli. J'ai voulu garder ma liberté. Et avec le recul, je me suis rendu compte que c'était une fausse impression de liberté. Car non seulement on ne me demandait pas réellement mon avis, et on me demandait uniquement de voter ce qui était déjà acté et proposé en tribune, mais en plus, on ne me donnait pas la possibilité d'agir en amont. Et il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre, et surtout pour faire des rencontres. Il y a la rencontre qui était conscientisante, parce que j'étais encore capable d'argumenter sur un capitalisme raisonné, je pensais qu'on pouvait très bien vivre avec le capitalisme. Et il y a eu aussi les rencontres politisantes, qui m'ont fait comprendre que voter Hollande, c'était un peu utopique. Et ces rencontres, je vais les faire en 2016, après 15 ans de lutte, et c'est pour ça que les choses, à mon sens, prennent du temps. Il faut discuter avec les ouvriers, mais j'en reviendrai un peu plus tard. D'ailleurs, en aparté, mon investissement m'a ouvert à d'autres questions plus larges, comme celle du sexisme, et comment l'ouvrier doit prendre cette préoccupation comme instance, sa question propre, car ça va vers la convergence des luttes. Et si on protège les femmes, on se protège aussi nous-mêmes. Et il faut pas protéger les femmes, il faut protéger la société contre le patriarcat et le capitalisme qui engendre le sexisme. Et d'ailleurs, en ce moment, avec Sudrail, nous organisons la défense d'une collègue qui, à travers une pétition et une tribune, qui a déjà été signée par la CGT de Whirlpool, plusieurs secteurs, différentes OS, des intellectuels, des comédiens, des comédiennes, et même des personnalités comme Guillaume Meurice, que vous connaissez sûrement. Pour vous expliquer vite fait le cas, c'est une conductrice de Bordeaux qui s'est fait entendre dire par
par un autre cheminot qu'elle volait le travail des hommes et qu'elle devait rester chez elle pour enfanter. Voilà, on est en 2017 et on entend encore ça. Elle aura une autre altercation avec lui après, où il va la pousser, elle va s'ouvrir la tête. Elle va porter plainte à la gendarmerie et la SNCF, pour la remercier, va lui mettre une sanction parce qu'elle aurait préféré garder ça en interne. Donc ça fait partie aussi de ma conscientisation politique. Une deuxième date qui sera importante pour moi, toujours sur une lutte locale, et vu que les négociations n'avançaient pas, pendant une AG, une Assemblée Générale, nous avons décidé de mettre en place un comité de grève. Avant tout, et je le répéterai encore plusieurs fois pendant mon intervention, ce n'est pas une démarche anti-syndicale, mais vraiment pour donner le pouvoir à l'ouvrier, au salarié, qu'il soit capable de se défendre lui-même. La première fois, on va mal le faire. Dans le comité, seront nommées des personnes sur la base du volontariat, ce qui nous portera préjudice plus tard. Mais on sera quand même reçu par la direction. Et la direction sera surprise de cette nouvelle démarche, même si elle nous dira qu'elle ne voudra pas négocier avec nous, parce qu'on n'a pas d'autorité comme une organisation syndicale ou des délégués syndicaux qui sont, eux, élus. Elle nous recevra quand même, ce qui était un message assez important pour les autres salariés, les autres ouvriers. Mais un autre point important de ce comité de grève, c'est que ça sera mal reçu par certains délégués aussi, qui vont manœuvrer contre. Et à ce moment, il y a une chose que je n'ai pas comprise, c'est comment un travailleur qui s'implique dans la défense de son outil de travail peut se voir opposer son engagement. Ça, je le comprendrai plus tard, je le théoriserai quand, à force de faire des rencontres, on permettra de mettre des mots sur des actions. Une troisième date qui est assez importante pour moi, ce sera en 2016, et les manifestations contre la loi travail. À ce moment-là, je ne suis toujours pas syndiqué, mais je suis de plus en plus actif. D'ailleurs, au sein de Sudrail, je vais m'impliquer davantage et on va me laisser prendre des initiatives, de faire des propositions, et on me permettra aussi d'assister à certaines réunions, ce qui va conduire derrière mon engagement. Comme nous sommes en mars, et devant l'absence de stratégie claire de la part de la direction syndicale pour lancer un mouvement contre la loi travail, la loi El Khomri, enfin la loi Macron, on va faire une nouvelle tentative d'auto-organisation. Mais là, fort de l'expérience de 2011, on va faire voter et élire de façon démocratique les représentants de l'AG. Et évidemment, on va aussi proposer à chaque organisation syndicale d'avoir un représentant au sein du comité de grève. Malheureusement, certains syndicats vont refuser d'y entrer. Ce comité de grève va réfléchir à de nouvelles façons de faire de l'action. Excusez-moi. Donc la nouvelle stratégie qu'on va essayer de mettre en place à travers le comité de grève, c'est des grèves tournantes. Alors pour vous dire, une grève tournante dans la fonction publique, c'est interdit. On appelle ça de la déstructuration organisée d'entreprise. Et dans la fonction publique, c'est interdit. Alors que dans le secteur privé, c'est autorisé. Mais si ça apparaît de façon spontanée, alors l'entreprise peut être déstructurée sans qu'on puisse mettre à mal soit les organisations syndicales, soit les personnes qui auront proposé cela. En grève tournante, on avait eu l'idée de, par exemple, mettre en grève le lundi les conducteurs, le mardi les agents d'escale, le mercredi le technicentre, ceux qui font la maintenance, le jeudi les agents de manœuvre et le vendredi les contrôleurs. Ça a duré 2 semaines et on a vu que ça avait énormément d'écho au sein des salariés et ça a surtout fait peur à l'entreprise qui a manœuvré contre les délégués qui ont été élus dans le comité d'entreprise. Comme ils n'étaient pas délégués syndicaux, comme on dit, protégés, même si c'est relatif, elle a exercé une certaine pression sur ses salariés. Et il y a eu aussi malheureusement une pression de la part de certaines directions, de certains délégués. Pardon. Là, il y a plusieurs points qui sont riches d'enseignement à mon sens. Si la direction a mis autant de pression sur les membres du comité de grève, c'est que c'est une stratégie qui va dans le bon sens, parce qu'elle ne peut pas se défendre contre ça. Elle ne peut pas invoquer le dialogue social. Il y a un autre point qui me semble intéressant, c'est que, une fois de plus, si les délégués ont manœuvré et ont tenté de décrédibiliser le comité de grève, c'est que le comité de grève n'est pas quelque chose qui va en soi. C'est quelque chose qu'il faut qu'on explique, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne. C'est un outil qu'il faut que l'on apprenne à utiliser. Mais surtout, moi, ce que je vois dans cette nouvelle expérience, c'est que dans les assemblées générales, on a réussi à faire revenir des militants qui avaient été désabusés après des années de défaite. Et surtout, on a fait venir en masse des non-syndiqués. Et on leur a permis d'avoir un poids et d'avoir une réelle parole face au patron.
Car le poids du quotidien chez un ouvrier, c'est quelque chose qui est lourd en conséquence, et en plus, dans notre cas, les nombreuses défaites poussent inévitablement à l'attentisme, ou à une certaine forme de défaitisme. Lors de ce mouvement, en 2016, j'ai rencontré des étudiants militants qui voulaient renouer avec l'esprit et la stratégie de mai 68, la convergence des luttes entre les étudiants et les travailleurs. Et on a parlé de l'auto-organisation. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait fait une expérience sans réellement comprendre son potentiel de force. Et maintenant, on peut l'inclure réellement dans une démarche plus globale, qui a un sens plus large et qui peut tendre vers une réelle victoire. Pour vous donner un exemple, on avait proposé de bloquer les bus Macron à la gare routière à côté de Matabio, et on a proposé au secteur étudiant de venir nous appuyer. Quand le matin nous avons vu débarquer plus d'étudiants que de cheminots, le message était extrêmement fort. Pour les cheminots, non seulement ça leur a donné un bon coup de boost, ça leur a donné du moral, mais en plus ça leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas seuls à se battre, qu'on avait le même ennemi. Et c'était extrêmement intéressant. Et la réaction de la direction était encore plus lourde de conséquences. Elle a été de plus en plus attentive à la présence des étudiants dans la gare de Matabio. Avant, elle les laissait participer aux usagers, ou alors permettait d'accéder à certaines parties des sites. Après cela, c'était complètement terminé. Malheureusement, on connaît tous la fin du mouvement de 2016. Mais moi, je préfère y voir les points positifs. L'importance de l'auto-organisation, qui rend réellement le pouvoir à l'ouvrier de défendre son outil de travail. Que l'auto-organisation, qui n'est pas de l'antisyndicalisme, je le répète, parce que je suis syndiqué, mais je prône l'auto-organisation. Mais ça peut être un garde-fou contre toute tentative de contrôle de mouvement, car le dialogue social peut enlever du terrain certains délégués militants pour les enfermer dans des salons feutrés. Qu'il ne faut pas hésiter à essayer de nouvelles choses et à s'inscrire dans des projets qui sont plus grands. Et pour changer la société, il faut changer le monde. Il faut parler d'auto-organisation, il faut parler de convergence ouvrière. Et dans un monde qui est globalisé, on doit se poser la question de la lutte à l'échelle internationale. Et l'exemple des Molex et de nombreux exemples qui vont en découler derrière ne seront que plus criants. Mais il y a aussi à voir et à comprendre des points qui sont, à mon sens, un peu négatifs. Si habituellement les OS se battent pour défendre sur les luttes de terrain et des luttes locales, passer un gain potentiel et qu'il faudra en plus de nouveau défendre, il y a réellement une difficulté à maintenir des liens, que ce soit les liens entre les ouvriers eux-mêmes, mais des liens entre les différents secteurs. Autre point important qu'il faut se poser, c'est quand on perd, quel est le poids et l'impact réel sur les salariés? Qu'est-ce qu'on en fait de cette défaite? On ne peut pas laisser un salarié face à cette défaite. Et c'est quelque chose que, malheureusement, on ne prend pas souvent assez en compte, à mon sens. Autre point, l'absence de stratégie commune, comme nous le voyons dans différents secteurs encore cette année. On a vu les routiers négocier de leur côté, on a vu la pétrochimie faire un appel, mais ils vont négocier aussi de leur côté. Les dockers ont fait la même chose, et les cheminots est un exemple encore plus criant de grève très sectorielle. Partir seul en grève et négocier pour son gagne-pain, c'est d'une part isoler tout un pan de la société, car elle n'est pas forcément structurée ou organisée, telle que les précaires, mais c'est aussi faire le jeu de Macron, qui, on le voit bien aujourd'hui, attaque tout le monde, mais on se bat séparément, et ça n'a pas de sens. Autre point important, à mon sens, c'est le fait de souvent devoir recommencer à zéro, qui est un gros problème. Ça use les militants et ça donne l'impression que lutter ne sert à rien. Il faut dépasser ce cadre-là, maintenir les luttes, maintenir le dialogue. D'où l'importance de ce genre de soirée. Tirer des leçons du passé, échanger sur les expériences et permettre de tisser un lien réel entre les étudiants et les travailleurs. Car depuis trop longtemps, nous ne faisons que nous défendre, alors qu'il faudrait passer à l'offensive, ouvriers et étudiants contre les ordonnances et contre Macron. C'est là que le lien entre les étudiants et les ouvriers est important, comme en 1936, comme en 1968, comme en 2006. Le gouvernement, à ces époques-là, a eu peur de cette union et a œuvré à déstabiliser et à casser tous ces mouvements. Rétrospectivement, je trouve assez paradoxal que ce soit ma rencontre avec des étudiants qui m'a fait comprendre que mes batailles étaient en fait nos batailles et que sans cohésion, on ne pourrait pas nous défendre et on ne peut pas contre-attaquer le capital qui, lui, est organisé. C'est pour ça que je peux m'adresser avec vous et je ne peux que vous conseiller d'aller sur les piquets de grève dans les différentes luttes actuelles, car même si elles ne sont pas médiatisées, en ce moment, et près de chez vous, il y en a énormément. Il faut parler avec les ouvriers, il ne faut pas hésiter à y aller comme certains l'ont fait, ils ont été très bien accueillis, comme d'autres l'ont fait à la SNCF, ils sont très bien accueillis. Il faut œuvrer vers une convergence réelle des luttes pour qu'on change le monde, qu'on mette à mal le capital et l'économie globalisée. Car si le syndicat est un outil, sans artisans, l'outil ne travaillera jamais seul. À nous, étudiants et ouvriers, d'être les artisans de ce changement.